Premier grand personnage dont nous allons parler, c'est Paracelse. Ce Paracelse, c'est un grand médecin d'origine européenne qui va remplacer la théorie des quatre éléments par trois substances. À partir des substances comestibles qu'il trouve dans son environnement, il remarque que les chimistes obtiennent souvent trois types de produits, quelque chose qui est volatile, une espèce de fluide volatile, une forme de gaz ou esprit, une substance qui est plutôt sous forme huileuse et un résidu plutôt de type solide. Ce qui brûle, il l'appellera le soufre, ce qui exhale en fumée, c'est le mercure, et ce qui reste en cendre, c'est le sel. Alors rien à voir avec les éléments soufre, mercure et sel qu'on connaît actuellement. Ce sont les premiers mots qu'il utilisera pour représenter en quelque sorte les substances solides, c'est le sel, ce qui part en fumée, le mercure, et ce qui brûle, le soufre. Mais ce n'est pas le sel comme on le connaît actuellement, bien entendu. À cette même période, nous avons également Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui est un très grand scientifique que vous connaissez bien entendu, et qui est le maître de notre propre institut, de notre propre haute école, la haute école Vinci. Alors, Léonard de Vinci dessine beaucoup des alambics et des instruments qu'il fait réaliser en verre pour réaliser toute une série d'expériences. Il met au point des alliages complexes de métaux pour fabriquer ses machines de guerre. Il met également au point toute une série de couleurs pour pouvoir réaliser ces fameuses toiles. Et ce qui est très intéressant au niveau de la théorie des quatre éléments, c'est qu'en fait, Léonard de Vinci identifie le gaz vital comme un composant de l'air. Et donc, du coup, l'air commence à ne plus être considéré comme un élément à part entière. Un petit peu plus tard, sur notre Terre, un monsieur qui s'appelle Van Helmont, qui est né à Bruxelles, Pays-Bas espagnols bien entendu, puisque la Belgique n'était pas encore née, acquiert son diplôme de philosophie à l'UCL, et oui, vous avez bien entendu, il s'agit de l'Université catholique de Louvain qui a été fondée en 1425, à laquelle appartient Van Helmont. Alors Van Helmont travaille sur les gaz et il observe beaucoup les vapeurs qu'il appelle chaos, gaz en flamand, l'origine du mot gaz qu'on utilise actuellement. Il remarque également qu'il peut décomposer la matière en air et en eau. Il est grand utilisateur de la balance. Il fait fabriquer sa balance par des artisans d'origine des Pays-Bas, tout comme Lavoisier d'ailleurs. Et il recourt de manière vraiment systématique à cette balance, euh, bien avant Lavoisier en fait. On pense que c'est Lavoisier qui a développé la chimie quantitative, mais bien avant lui, Van Helmont le faisait également. Alors si vous vous souvenez de vos cours de biologie, Van Helmont a également proposé un modèle de nutrition végétale. C'est le modèle qu'il a proposé à partir de la croissance d'un saule dans de la terre étant isolée des feuilles pour ne pas qu'elle puisse nourrir la terre. Et vous vous souvenez, on pèse la terre avant, après, on pèse la plante, et donc il constate qu'en fait la plante ne se nourrit. Enfin, il fait l'hypothèse que la plante se nourrit d'eau, et donc ça c'est un premier modèle de nutrition végétale. L'eau revient d'ailleurs effectivement comme un élément indispensable à cette nutrition. Un petit peu plus tard, dans ce même contexte, on peut évoquer les travaux de Boyle. Alors Boyle était un très grand croyant, un passionné de christianisme, mais également de sciences expérimentales, comme quoi ça n'est pas indissociable, bien au contraire. Alors Boyle va rejeter absolument la théorie des quatre éléments. Il précise que la matière est faite de quelques substances appelées éléments. Il ne précise pas lesquelles. Il dit qu'un élément, c'est ce qui n'est pas décomposable. Il travaille pas mal sur l'air, donc il fait beaucoup d'expériences sur l'air et suggère la présence de vide entre les corpuscules d'air. On voit apparaître l'idée des corpuscules. Je vous ai dit au début du diaporama que c'était l'émergence des corpuscules. Ici,
on voit que ce mot apparaît petit à petit et ça va être d'autant plus marqué avec les travaux de Newton. Alors Newton, vous le connaissez pour ses travaux en physique, il se fait que Newton a vraiment travaillé sur à la fois la physique et la chimie, donc une interprétation physique, si vous voulez, de la matière. Alors, Newton était un personnage anglais dont on a retrouvé des travaux ultérieurement. Il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé une malle chez ses descendants, et dans cette malle ont été retrouvés des travaux d'ordre alchimique. Donc en fait, il s'avère que Newton, bien qu'étant fortement intéressé par les corpuscules, était un alchimiste également, mais de manière un petit peu plus secrète. Alors lui considère que la matière est faite de particules solides, dures, impénétrables et mobiles, que Dieu, très probablement, en formate à son commencement. On a également ici affaire à un grand chrétien, tout comme Boyle précédemment cité. Alors, Newton dit également que ces particules sont unies par des forces d'attraction. Il va remettre en avant le modèle des atomes crochus dont nous avons déjà parlé précédemment. Alors c'était important de parler de quelques scientifiques que je viens de citer, à savoir Léonard de Vinci, Van Helmont, Boyle, Newton, parce qu'en fait ils vont finalement tracer la route vers les travaux d'Antoine Laurent de Lavoisier, dont nous avons déjà parlé au premier quadri, et que vous connaissez. Donc, vous connaissez l'histoire sur laquelle je ne vais pas revenir, et dont vous connaissez les travaux sur lesquels nous nous sommes déjà longuement attardés précédemment lors des deux chapitres qui précèdent. Alors, pourquoi est-ce que je vous reparle de Lavoisier? Bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que la conservation de la masse, qui a été énoncée par Lavoisier, mais qui avait déjà été étudiée avant, cette conservation de la masse va jouer un grand rôle dans l'émergence des corpuscules et dans l'explication des phénomènes chimiques par les corpuscules, comme nous allons le voir. Pour une deuxième raison, c'est que Lavoisier propose un classement des éléments. On a déjà évoqué les éléments de Lavoisier, Vous avez ce tableau sous les yeux. Dans ce tableau que vous avez sous les yeux, on retrouve notamment des éléments qui ont une drôle de place dans ce tableau, comme la lumière, le calorique. Alors on retrouve l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, bien entendu, toute une série d'autres éléments, et puis des corps composés comme la chaux, la magnésie, la barite, l'alumine, la silice, qui n'avaient pas encore pu être décomposés à cette période-là, et comme ils n'étaient pas décomposables, ils étaient considérés comme des éléments. Du coup, on voit très bien que la théorie des 4 éléments qui vient de tomber donne naissance à une théorie de plein d'autres éléments, de substances élémentaires qui sont diverses et variées. Donc on sent l'existence ou l'apparition ou l'émergence des corpuscules tout en maintenant la présence d'éléments, de substances élémentaires qu'on appelle éléments. Alors de cette révolution chimique à la renaissance de l'atome, eh bien, il y a quelques faits marquants qui s'inscrivent dans un contexte très particulier que j'aime appeler l'ère des airs. Je repasse en revue ce contexte un peu particulier avec quelques découvertes importantes, et puis je vais faire un focus sur deux grandes découvertes, celle de Proust et celle de Dalton. Alors je reviens sur le contexte. Nous sommes au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est également marqué par le développement de la circulation dans les airs par les montgolfières. C'est vraiment la période où les montgolfières sont de plus en plus utilisées. Les scientifiques que je vais évoquer sont aussi des scientifiques qui ont été assez marqués par ces montgolfières, qui ont peut-être, pour certains d'entre eux, voyagé en montgolfière, ou en tout cas participé à l'étude de ce moyen de transport. Alors, les chimistes anglais travaillent essentiellement sur les gaz. Sur les gaz qui sont produits par réaction de combustion, et ils vont essentiellement faire des mesures de volume et de masse. Et donc vous allez voir dans la suite du diapo que ces mesures de volume et de masse vont amener le modèle de l'atome, le premier modèle de Dalton d'ailleurs.
Pendant cette période, vous avez peut-être vu en physique les notions de pression atmosphérique. Effectivement, vous avez sans doute entendu parler de Torricelli, de ses expériences notamment sur le puits de Dôme, mais également de Pascal qui a fait, qui a fait beaucoup de progrès au niveau des sciences expérimentales. Vous connaissez le principe de Pascal qui est le principe de transfert de force dans les fluides, hein. Peut-être de la pression atmosphérique, hein, il est intervenu là-dedans aussi. Il a d'ailleurs donné son nom à l'unité de pression atmosphérique, le Pascal. Vous connaissez peut-être un peu moins Cavendish, Cavendish qui est parfois considéré comme une forme de créateur de la chimie par la méthode de la précision des mesures. Alors il fait suite à Van Helmont, bien sûr. Cavendish s'inscrit vraiment dans cette logique de mesure avec de grandes précisions grâce à des balances construites aux Pays-Bas. Et il va également identifier des gaz dans l'air. Il va identifier l'hydrogène et le gaz carbonique, faisant ou confirmant en tout cas que la théorie des 4 éléments n'a vraiment plus lieu d'être. Je vous avais dit que je ferais le focus sur deux scientifiques en particulier, donc je vais me poser sur les travaux de Proust. Alors Proust est un Anglais, hein, du 18e, à cheval sur le 18e et 19e siècle, qui a énoncé une loi qui s'appelle la loi des proportions constantes. Alors Proust va, comme ses prédécesseurs, faire énormément de mesures, essentiellement des mesures de masse. La masse des réactifs qui rentrent dans une réaction, la masse des réactifs, des produits qui sont formés, et il va réfléchir sur la répartition le rapport de ces masses en cours de réaction. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous, il y a une série de données expérimentales qui sont proposées, notamment la masse de magnésium avant réaction, la masse d'oxygène avant réaction, et puis les masses de magnésium et d'oxygène après réaction, et la quantité de produits formés. Alors si on étudie le rapport de ces masses, l'un par rapport de magnésium par rapport à l'oxygène, alors il faut bien entendu prendre les rapports de masse du magnésium qui a réagi sur l'oxygène qui a réagi, eh bien, il va trouver une valeur particulière. Et là, je vous laisse quelques minutes, quelques secondes plutôt, pour faire l'un ou l'autre calcul. Par exemple, sur la première ligne, vous pourriez calculer le rapport entre la masse de magnésium qui a réagi. Alors, cette masse de magnésium qui a réagi, c'est 50 grammes moins 12 grammes pour la première ligne. On le voit ici, 50 grammes qui rentrent en réaction, il reste 12 grammes après. Donc nous avons ici 38 grammes de magnésium qui a réagi, divisé par les 25 grammes d'oxygène. Si vous faites ce rapport-là, vous obtenez 1,5. Dans la deuxième ligne, si vous faites ce même rapport, la quantité de magnésium qui a réagi, à savoir 38 grammes, puisque c'est 70 moins 32, 38 grammes donc, divisé par 25 grammes, vous arrivez également à 1,2. Nous pouvons pousser le raisonnement pour la troisième ligne également. Donc si vous regardez sur la troisième ligne, nous avons engagé 50 grammes de magnésium, tout a réagi. Donc le numérateur du quotient, c'est 50 grammes. La masse d'oxygène qui a réagi, c'est 50 moins 17,1. Et ça, c'est le dénominateur. Et quand vous faites le rapport, vous obtenez également 1,5. De même que si vous faites le calcul ici pour les 50 grammes de magnésium qui ont tous réagi, divisé par les 32,9 qui ont tous réagi, vous arrivez à 1,5. 70 divisé par 46,1, vous arrivez à 1,5. En effet, cette expérience nous montre que le rapport de la masse de magnésium consommée
sur la masse d'oxygène consommée est de 1,5 à chaque fois. Chaque fois qu'on fait l'expérience, il y a le même rapport de masse. C'est comme si les corps s'unissaient par parties entières. Ces parties entières, plus tard, elles seront appelées atomes. Et cette loi, la loi des proportions définies, c'est toujours la même proportion, donc la loi des proportions définies, qu'on appelle aussi la loi des proportions constantes de Proust, date de 1794. On voit bien qu'on est après les travaux de Lavoisier, mais pas tellement plus tard. Et donc cette loi dit, un composé donné contient toujours les mêmes éléments, combinés dans les mêmes proportions en masse. Et donc, quand vous faites la réaction du magnésium avec l'oxygène, vous obtenez toujours MgO avec la même proportion de masse de magnésium par masse d'oxygène. Donc, toujours la même formule chimique, la même molécule composée des mêmes atomes avec les mêmes indices. Ça, c'est intéressant parce que pour expliquer ce phénomène-là, on est obligé d'utiliser les atomes. Dans un même ordre d'idées, le premier cas correspond au N2O, c'est-à-dire à la deuxième ligne des équations qui se trouve en dessous. Et le NO, c'est la première équation, et le NO2, c'est la deuxième équation. On voit les proportions également dans ces équations. Et donc, de nouveau, comme pour le précédent, la seule manière d'expliquer ces rapports de masse, c'est de passer par les atomes. D'ailleurs, Dalton va lui proposer une explication à tout ceci. Son explication, c'est ce qu'on appelle la loi des proportions multiples. Cette loi des proportions multiples dit ceci: quand deux éléments se combinent pour former une série de composés, les rapports entre les masses du second élément, qui s'associe à 1 gramme du premier élément, peuvent toujours être réduits en nombre entier. Et si vous regardez donc les équations, le deuxième exemple, si vous voulez, qui se trouve en dessous avec le CO, c'est vrai que quand le carbone rencontre de l'oxygène, il peut former soit du CO, soit du CO2, soit du CO, soit du CO2. Et là encore, on est obligé de passer par les atomes pour comprendre ce même phénomène. Les trois lois quantitatives qui ont été évoquées précédemment vont amener à 4 postulats fondamentaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par les 3 lois quantitatives dans le titre? Les 3 lois quantitatives sont celles de Lavoisier, c'est-à-dire la conservation des masses, celle de Proust, c'est-à-dire la loi des proportions définies, et celle de Dalton, c'est-à-dire la loi des proportions multiples. Ces 3 lois quantitatives mènent à 4 postulats. Et donc Dalton propose ceci: la matière est composée de particules indivisibles appelées atomes. Remarquez qu'on voit apparaître la conception des atomes selon Démocrite. Tous les atomes d'un même élément sont identiques. Et son corollaire, les atomes de différents éléments sont différents. Et quatrième point, dans les réactions chimiques, les atomes se combinent pour former de nouveaux produits, et ce, toujours dans les mêmes proportions, la loi des proportions définies. Les atomes eux-mêmes ne subissent aucune altération, ils ne font que se réorganiser. Ces 4 postulats, en fait, vont également aider Gay-Lussac dans ses travaux. Il se fait que Gay-Lussac travaille sur les gaz, tout comme ses prédécesseurs, les gaz pour lesquels il est en recherche de lois volumétriques. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, c'est surtout les masses qui intéressaient les scientifiques. Ici, on va davantage avoir une réflexion sur les volumes. Alors, ce que Gay-Lussac voit, c'est qu'il y a une forme d'analogie des propriétés chimiques de tous les gaz, c'est-à-dire que des gaz peuvent se combiner, et que quand ils se combinent, les volumes
se combinent également sous un rapport simple, un peu comme les masses de tout à l'heure avec la proportion des masses dont on a parlé, la loi des proportions définie. Ici, on a aussi une loi des proportions, une loi des rapports simples entre les volumes. De plus, vous connaissez les lois qui ont mené à la loi des gaz parfaits, hein, le produit de la pression du volume qui est une constante, le quotient du volume sur la température qui est une constante, le rapport de la pression sur la température qui est également une constante, qui a amené à la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. On est dans la même période, vous avez vu ces lois en physique. Alors ces lois appliquent en conséquence à cette loi d'Avogadro. Si on la considère comme ceci, en partant de l'hypothèse atomique, si on dit ah, ben, la matière est faite d'atomes, ok, le gaz est fait de fluor, d'atomes de fluor, le gaz hydrogène est fait d'atomes d'hydrogène, mais alors on devrait trouver des molécules d'acide fluorhydrique. Donc un volume de fluor plus un volume de gaz hydrogène devrait donner un seul volume d'acide fluorhydrique. Or, c'est bizarre quand même, on en obtient deux. Ça, c'est quand même étrange. Du coup, si on prend en compte cette hypothèse d'Avogadro, n molécules de fluor et n molécules d'hydrogène devraient former 2n molécules. Parce qu'on a un volume n de molécules plus un volume n de molécules. On devrait avoir le double de volume de molécules de HF. Ça, c'est comme si on regarde les volumes, quoi. Or, c'est contraire avec ce qu'on a vu juste avant, l'hypothèse atomique. On a ici, deux conséquences, deux interprétations qui donnent des résultats contraires. C'est quand même très étrange. Alors, la seule manière de s'en sortir va être de reconsidérer la formule chimique du fluor et de l'hydrogène. Vous avez peut-être une petite idée de là où je veux en venir. Je vous laisse un peu réfléchir. Comment concilier ces résultats expérimentaux en termes de volume, un volume plus un volume donne deux volumes, et cette hypothèse atomique? Alors la seule manière de s'en sortir, c'est de considérer que l'hydrogène est composé de deux atomes d'hydrogène et que le fluor est composé de deux atomes de fluor, qui nous donnerait alors deux molécules d'HF. Et donc on aurait un volume de H2, un volume de F2, qu'on trouve ici, qui donne deux volumes d'acide fluorhydrique. C'est la seule manière de s'en sortir. Ceci, finalement, nous montre que l'émergence des corpuscules se fait petit à petit, que depuis tous les travaux volumétriques et de mesure de masse, eh bien, le concept de corpuscule s'est vraiment progressivement installé et que la seule manière d'interpréter ces expériences de volume, ces résultats expérimentaux de volume et de masse, la seule manière de les interpréter, c'est de faire apparaître le concept d'atome. C'est donc le tout grand apport de Dalton, qui fait réapparaître le concept d'atome de Démocrite pour expliquer ses expériences sur les volumes et les gaz. Ceci clôture ce deuxième PowerPoint qui nous montre comment on est passé d'une approche plutôt philosophique à une approche qui est plus expérimentale pour maintenant démarrer sur une approche plus conceptuelle. Le concept d'atome est bien là et par contre, il ne va être accepté que quand même quelques dizaines d'années plus tard. Il faudra vraiment le temps pour que ce concept d'atome soit accepté dans la communauté scientifique. Voilà, je clôture ici cette présentation et je vous invite à compléter votre ligne du temps à l'aide des noms des scientifiques, des dates, des découvertes et aussi des contextes, les montgolfières, l'ère des airs, etc.